Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Alors, vous avez un petit chat sur la droite, peut-être que c'est de ce côté-là pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit oui pour nous faire un petit feedback, puisque on n'a pas le retour du son de votre côté. Voilà, donc oui, merci. Donc merci d'être venu aujourd'hui pour ce webinaire qui va parler de la facturation électronique et les nouveaux standards qui commencent à s'implémenter petit à petit pour toutes les solutions de facturation. Donc on va attendre encore 2 minutes. C'est parti, donc je vais lancer la présentation de ces webinaires. Hop. Voilà, donc introduction à la facturation électronique pour les TPE. Donc ça c'est une présentation qu'on a organisée avec Cyril qui va juste se présenter juste après. En guise d'introduction vers les sujets, c'est pas une présentation exhaustive. Après on vous invite à regarder une vidéo en fin de présentation pour les questions un petit peu plus techniques. Et évidemment vous pouvez nous poser des questions techniques aussi en cours de route. Alors Cyril, je t'invite à te présenter pour nos amis. Très bien, donc moi je suis effectivement le président du Forum national de la facture électronique et je me suis pas mal impliqué dans tout ce qui a trait à la normalisation et à l'interopérabilité des solutions, et préalablement j'ai déjà créé un opérateur de facturation électronique que j'ai revendu à Cegedim, et maintenant j'accompagne les entreprises et les opérateurs dans les solutions qu'ils peuvent mettre en œuvre autour de la supply chain. Super. Et pour ma part, je m'appelle Andrés Gleixner, je suis originaire du Chili, donc j'ai un petit accent, vous allez l'entendre sûrement. Je suis le directeur général d'Efactomos, donc plateforme de facturation en ligne pour TPE et indépendants, qui représente aujourd'hui à peu près 2400 sociétés abonnées. Nous travaillons avec plus de 650 cabinets experts comptables et on a un volume des facturations depuis sa création en 2014 de plus de 14 milliards d'euros passés via la plateforme. Alors, président du FNFE-MPE. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est le Forum national de la facturation électronique? Alors globalement la Commission européenne ou la Communauté européenne cherche à déployer la facture électronique pour optimiser les coûts dans les entreprises. Et donc il y a un forum européen qui s'est créé, auquel j'assiste, et en miroir il y a un forum par pays. Donc le forum français, c'est le forum national de la facture électronique et des marchés publics électroniques, parce qu'il y a aussi un sujet sur la partie commande publique qu'on traite aussi. Et vous voyez que dans ce forum, on a à la fois des communautés d'utilisateurs, des utilisateurs en direct, en haut à droite, un certain nombre de prestataires de services de différentes catégories, et puis des services de l'État. Et notre mission, c'est de déployer la facture électronique et de travailler aussi sur les marchés publics électroniques en France. Donc interopérabilité, standardisation, et c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé sur Facturix qu'on va vous présenter aussi aujourd'hui. Donc il y a un soleil, il y a des planètes, c'est ça? Voilà. Il y a quelque chose de central qui est européen, et il y a des antennes dans chaque pays. Exactement. Chaque pays a un forum, chaque pays essaie de déployer dans son coin, on va dire, et on rassemble les idées et on coordonne au niveau européen dans un forum européen. Très bien, on va passer à la question principale qui est: pourquoi la facture électronique fait son entrée aussi profondément dans la supply chain? Voilà, alors c'est un point important. Le sujet, si on veut le résumer, il y a environ 2 milliards de factures qu'on appelle B2B ou B2G, hors les factures vers les consommateurs. Donc 2 milliards de factures par an traitées en France. Il y en a d'ailleurs 20 milliards en Europe, pour donner un peu une idée. Attends, pardon. B2G, ça veut dire? B2G, ça veut dire Business to Government. Ah, ok. Donc on a en gros 2 milliards de factures, hors les factures vers les consommateurs, et dont 5%, 95 millions, qui sont à destination de notre secteur public, qui est un très grand secteur public en fait, comparé aux autres pays. Très bien. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième élément d'attention, c'est qu'on observe un retard de paiement assez chronique, notamment dirigé vers les PME, qui fait que les PME, les instituts qui étudient ça, considèrent qu'elles sont... il y a 16 milliards d'euros de retard de trésorerie pour les PME. Et la conséquence de ça, c'est qu'une PME sur 4 meurt de cash. C'est-à-dire que son activité va bien, mais comme elle n'est pas payée en temps, elle est obligée de déposer le bilan. Donc c'est quand même un sujet aussi pour l'économie française. Oui, parce que retard des trésors veut dire pas de cash, et pas de cash veut dire pas d'essence, et l'avion il tombe. Exactement. Okay. L'avion il tombe alors qu'il se portait plutôt bien. Deuxième sujet, le traitement des factures était quelque chose qui prend du temps et qui est mal organisé, et on pense qu'avec de la facture électronique et l'automatisation des traitements, il y a un gain, on l'a démontré d'ailleurs, qu'il y a un gain potentiel de 20 milliards d'euros
globalement, parce que quand on a mis en place la facture électronique, gagner 10 € de traitement par facture en moyenne, ça s'observe assez généralement. Exactement. Donc 10 fois 2 milliards, vous voyez, ça fait 20 milliards. Et puis en plus de ça, on ne l'a pas écrit, mais il y a un autre sujet pour l'administration française, c'est que la facture électronique est un bon moyen de lutter contre la fraude à la TVA, qui est estimée, alors certains disent 10 milliards, d'autres 20, on va dire que même 10 milliards, c'est beaucoup. Donc ça fait 30 milliards au total. Ça fait 30 milliards de gains pour l'activité. Est-ce qu'on a des stats sur les TPE concernant les retards de paiement ? Les retards de paiement, alors sur les TPE parmi les 16 milliards, non, on n'est pas à ce niveau de détail, parce qu'en fait les PME c'est un cadre, c'est PME et micro-entreprises. Après, enfin j'imagine que c'est encore pire pour les micro-entreprises, parce qu'en général, il y a encore moins de... La mortalité, elle est Exactement, grande. voilà. Ok, donc dans tout ce qui concerne les obligations des facturations électroniques, l'État a mis en place progressivement l'implémentation de cette solution au travers des années, donc c'est chaque année par palier. Alors, ça vient d'une directive européenne. Une directive européenne de 2014 a dit on va créer une norme de la facture électronique, on en parlera plus tard, premier élément. Et deuxièmement, toutes les entités publiques devront l'accepter. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une obligation des entités publiques de l'accepter. Ça, c'est juste la directive. Okay. Et en France et dans d'autres pays d'Europe, on a ajouté un élément de plus qui est de dire on va aussi obliger les entreprises à envoyer des factures électroniques. Parce que l'obligation de recevoir, ça n'appelle que des flux. Ce n'est pas une obligation d'émettre. Alors les factures, il faut qu'elles soient émises. Et donc, en France, on a l'obligation de recevoir depuis 2017 appliquée dans tout le secteur public au travers d'une plateforme qui s'appelle Chorus Pro, une seule plateforme pour tout le secteur public. Le secteur public, c'est 180 000 établissements. Donc, il y a beaucoup d'établissements publics en France. Et puis il y a une obligation donc d'émettre vers le secteur public uniquement aujourd'hui. Donc toute entreprise qui adresse des factures à une entité publique, une mairie, un hôpital, doit les mettre de façon électronique en fonction de sa taille. Donc les grandes entreprises, c'est fait. Les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, moins de 5000 salariés, c'est fait à peu près, parce que c'était l'année dernière. Et cette année, ce sont les PME. Alors l'obligation, normalement, c'était au 1er janvier. L'administration fiscale est sympa, on va dire que c'est en 2019. Voilà. Mais à la fin de 2019, il faut le faire. Il faut que ce soit fait. Et puis l'année prochaine, ce sera donc les micro-entreprises, moins de 10 personnes. Très bien. Un indépendant, ça rentre dans les micros. Ça rentre dans les micros, oui. Donc il va falloir qu'il s'équipe aussi dans une solution qui peut émettre des factures électroniques vers les services publics et qui peut recevoir aussi des factures du service public. Exactement. Et aujourd'hui, la solution Chorus Pro, elle permet recevoir du service public s'il reçoit des factures du service public aussi, puisque le service public va émettre des factures électroniques de toute façon aussi. Lui, il est aussi dans cette obligation. Et Chorus Pro permet de recevoir des factures électroniques, on verra tout à l'heure, structurées, mais aussi des factures qu'on peut saisir en ligne, ou des factures PDF, mais quand on envoie une facture PDF classique, il faut, dans le système, valider ce que le système essaie de lire. Donc en fait, on saisit la facture une deuxième fois. Exactement, donc ça, on va en parler juste après. Ouais. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au 1er janvier 2020, c'est obligatoire pour tout le monde d'avoir une solution qui traite de l'émission et de la réception des factures électroniques vers les services publics. Entre boîtes, comment ça se passe entre sociétés ? Alors, entre sociétés, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation, mais on espère que le fait que les entreprises s'équipent pour émettre ou pour recevoir, elles le font aussi vers le public, ça va naturellement décanter. Sachant que le privé est quand même déjà déployé, mais pas tellement vers les petites entreprises. Et c'est vrai qu'on a beaucoup débattu du temps de la loi Macron, il y a 3 ans, sur est-ce qu'on étendait l'obligation vers le B2B, donc vers les échanges du business to business. Pour l'instant, c'est pas fait, mais il faut savoir que c'est un mouvement de fond. En Amérique du Sud, c'est obligatoire donc pour le B2B, et ça passe d'ailleurs par l'administration fiscale. En Italie, c'est exactement le cas depuis le 1er janvier 2019. En Grèce, en Turquie, c'est le cas. Vous voyez que c'est plutôt des pays du Sud. Le Portugal et l'Espagne, ils en prennent le chemin. Et récemment, notre cher ministre du Budget, dans un article, a dit qu'il était intéressé à nouveau par le sujet. Donc il n'est pas impossible que d'ici 1 an ou 2, à nouveau, ce sujet revienne sur la table d'une obligation d'émettre ou de recevoir dans le secteur privé aussi. Et dans tout ce qui est B2C aussi pour l'instant, non, pas B2C. L'obligation n'est pas forcément dans le B2C. Il y a des pays qui, le Portugal, sont dans cette logique-là, mais pour la France, on parle du B2B. Très bien. On va continuer. Alors, il y a un petit bip que j'ai entendu. Si vous voulez bien, je vais arrêter la présentation parce qu'à mon avis, c'est une question qui est arrivée. Je vais voir rapidement. Hop. Non, c'est pas de question pour l'instant. Ok, très bien. On continue avec la présentation. Excusez-moi. Hop. Donc, nous étions ici. Donc, une facture
qu'est-ce qu'une facture? Donc, évidemment, la plupart d'entre vous savent qu'une facture, c'est avant tout les justificatifs d'une transaction commerciale. Mais il faut toujours savoir que c'est avant tout aussi une justificatif comptable, donc une pièce qui peut avoir une importance en cas de litige et qui implique des contraintes. Donc, exactement. Donc vous voyez sur l'écran, bon, effectivement c'est un document qui est complexe parce qu'il est utile dans différents endroits du droit. Donc ça justifie votre transaction commerciale, si jamais vous avez un sujet. C'est un justifie comptable pour vos comptes et donc aussi fiscal. Et c'est pour ça qu'il y a des règles particulières, notamment sur le fiscal, puisque une facture, c'est une créance sur l'État pour celui qui la reçoit, puisqu'il va demander le remboursement de la TVA. Et l'État dit, moi je veux bien rembourser la TVA, mais j'aimerais être certain que cette TVA a été payée à l'autre bout, parce que sinon, c'est ça la fraude de la TVA, c'est qu'il y a des gens qui demandent le remboursement, mais elle n'a pas été payée à l'autre bout. Donc effectivement, de ce fait-là, il y a plusieurs droits qui s'appliquent, et il y a plusieurs contraintes qui s'appliquent pour que, en particulier l'État, mais aussi les entités qui refinancent, puissent être certains que c'est une vraie facture et qu'on n'est pas en train de faire de la fraude. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre des mentions obligatoires, c'est pour ça qu'il faut l'archiver, c'est pour ça qu'il y a une notion d'original fiscal, il faut garder la facture originale qu'on a émise au reçu, la vraie, la seule et l'unique, il n'y a pas des logiques de photocopie, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et à tout ça vient s'ajouter donc une norme européenne. Alors ça, c'est quand je vous parlais tout à l'heure de la directive de 2014, en fait, la Commission a dit, si on veut arriver à déployer la facture électronique plus largement, il y a un sujet d'interopérabilité et de normes d'échange de données, parce que ce qui se pratiquait, et ce qui se pratique encore, c'est l'EDI, mais c'est un peu point à point, donc chacun se met d'accord comment on s'échange les données, sous quel format, et chacun fait un peu ce qu'il veut. Et donc ça ne permet pas le déploiement large. Et donc la Commission européenne a dit, dans sa directive, on va créer une norme, c'est-à-dire qu'on va dire une fois pour toutes qu'est-ce qui est important de mettre dans une facture, et puis 2, on va dire les secteurs publics devront accepter cette norme. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, tout le monde doit accepter. Voilà, de façon à ce que cette facture normée se diffuse dans les secteurs publics européens. Et donc, cette norme, la deux syntaxes, c'est pas très très grave, mais globalement, retenez que maintenant, on a une norme de facture électronique au sens, la liste des données qui doivent être dans une facture, toutes les champs sont définis en termes sémantiques, donc on sait exactement où on met un numéro de facture, comment on va dire un numéro de commande, comment on va dire un numéro de bon de livraison, des quantités, des montants, etc. Donc on va passer au sujet, puisque ça en découle, c'est qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique. Donc c'est simplement tout document qui a été émis, envoyé et reçu sous forme électronique. C'est la définition de la directive, alors cette fois-ci la précédente de 2010 qui était une directive sur la facture elle-même, et qui disait, voilà, une facture est électronique quand elle est créée, émise et reçue sous forme électronique. Et du coup, donc je passe aux deux types. Voilà, et donc quand on disait ça ouvrait bien sûr pour les factures électroniques à tout type de factures, donc avec deux grandes catégories. Les factures, on va dire PDF, c'est un peu comme les factures papier, c'est une image. C'est ce qu'on fait, ce que beaucoup de gens commencent à faire aussi, font depuis un certain temps. Alors l'intérêt de cette facture, c'est qu'elle est assez facile à produire, puisque c'est comme une impression, mais au lieu d'imprimer, on fait un PDF et on envoie par email. Voilà. Exactement. Alors c'est pratique, par contre, pour celui qui reçoit, c'est pas beaucoup plus simple à traiter qu'une facture papier. C'est assez équivalent en réalité. En réalité, il doit extraire les données. Donc il y a des outils qui l'aident un peu, mais à la fin, il fait beaucoup de choses à la main. Et puis l'autre catégorie, c'est la facture structurée. C'est une facture dans laquelle on a dit, au lieu de l'écrire, de la présenter de façon lisible, on va écrire les champs dans un fichier X, dans un fichier structuré. Du code, du code, et comme ça, la machine pourra comprendre le code et traiter le plus automatiquement possible, sachant qu'il y a encore une obligation de la montrer de façon lisible, parce que quand cette facture, elle matche pas, on n'arrive pas à la traiter automatiquement, parce qu'elle ne correspond pas, faut pouvoir la regarder. Donc il y a aussi une obligation de la voir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la facture est structurée, c'est essentiellement du code qui voyage d'un ordinateur à l'autre. C'est ça, c'est un format codé comme tout ce qu'on fait en informatique sur Internet aujourd'hui. Alors pour bien expliquer la chose, moi-même j'ai pris l'initiative de donner un adjectif, donc j'ai appelé la facture numérique les PDF qui voyagent, et j'ai mis la e-facture comme étant les bouts de code qui voyagent. Et j'ai comparé ça à par exemple une transaction commerciale. Donc envoyer sa facture en PDF simple, ça correspondrait à envoyer un chèque, dans le sens qu'on le fait à la main et qu'en cours de route, il peut y avoir des obstacles. Et la facture est structurée, comme on passe d'ordinateur à ordinateur, ça pourrait être comparable à un virement bancaire
Parce qu'au partir du moment où on appuie sur le bouton pour l'envoyer, Mhm. on est sûr et certain que ça va arriver et on ne peut pas les contester. Alors, on est sûr que ça va arriver, mais surtout, on a une bonne probabilité que ça va être traité automatiquement. Alors, Exactement. effectivement, l'analogie à cette limite-là, c'est qu'un chèque, et c'est pas entre guillemets, c'est pas grand-chose, c'est dire je paye pas. Dans une facture, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut comparer que la facture correspond à sa livraison, qu'on est d'accord sur les prix, et donc l'automatisation, elle n'est pas aussi automatique qu'un virement, parce qu'un virement, c'est oui/non. Hein, D'accord. Donc il y a à toute nuance près, c'est Voilà. l'idée globale. C'est l'idée globale. Ok. Donc quelles sont les caractéristiques des e-factures ou de la facture structurée? Parce que c'est ça plutôt le sujet qu'on va traiter. Alors la facture structurée, c'est effectivement une facture qui va être créée par un fournisseur, qui va être créée dans un format déterminé, compréhensible par une machine. Et dans ces donc là, on vous a donné deux types de formats, deux catégories, qui sont ceux qui sont développés dans l'industrie depuis très longtemps, c'est le format Edifact, qui est un format très compact, quasiment illisible à l'œil nu, tellement c'est codé. Illisible au sens où c'est codé, c'est-à-dire que c'est des plus, c'est des données avec des plus, des moins, des codes à 3 lettres. Enfin, il faut vraiment connaître pour comprendre ce qui est écrit. D'accord. Le format XML, si vous connaissez le format XML, c'est un peu plus lisible à l'œil nu parce qu'il y a des champs, les champs veulent dire quelque chose et les données. Bon. Et puis alors le format PDF, c'est juste parce qu'en accompagnement, comme je vous dis tout à l'heure, des factures en fichier structuré, souvent il faut mettre ce qu'on appelle un lisible. Oui. Et donc on accompagne en parallèle, plus ou moins, ou alors on essaie de lire les fichiers XML. Enfin, faut rendre la facture lisible pour les humains, parce que les humains, ils n'arrivent pas à lire l'XML, même l'XML dans le texte. Alors, une fois qu'on a ce format précis, il faut l'envoyer à son client, et là, il y a une réglementation qui s'applique pour dire cette facture est bien une facture originale. Donc, il faut conserver son intégrité, garantir son intégrité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été modifiée entre celui que le fournisseur a envoyé et celui que le client a reçu. Et il faut garantir son authenticité. Donc ça veut dire est-ce que c'est bien mon fournisseur qui me l'a envoyé sous son contrôle. Et puis il y a le troisième qu'on n'a pas mis là, mais qui est la lisibilité. Il faut que je puisse la lire. Voilà. Et pour faire ça, il y a 3 méthodes dans la réglementation. La première, c'est celle qui s'applique pour tous les flux, y compris pour le papier, qui est de dire je dois avoir une piste d'audit fiable, enfin des contrôles documentés. En gros, si je vous résume ça, quand je fabrique une facture, ça veut dire je fabrique une facture sur la base d'une livraison que j'ai faite. Il faut que je démontre que la livraison est réelle, qu'elle existe. Donc il y a un bon de livraison, voilà, comme ça. Voilà, okay. Que je démontre que les prix, je les ai dans mon système d'information, et voilà, que c'est un vrai truc, quoi. Et pareil un peu en réception. En réception, il faut que je démontre que cette facture, j'ai reconnu le fournisseur, j'avais bien commandé un truc où j'avais un contrat avec lui, et j'ai validé que cette facture était bonne. Voilà. Très bien. Et donc si j'ai mis ça en place et que je l'archive, à ce moment-là, la facture est considérée comme originale pour l'administration fiscale. Okay. La deuxième façon plus simple, c'est de dire si le fournisseur signe électroniquement cette facture, avec une signature électronique, alors la réglementation dit si on vérifie que la signature est bonne, de bon niveau, alors on considère qu'elle est originale. Donc le reste, on n'a pas besoin. Et puis la troisième, qui est très EDI, c'est quelque chose qui existait avant, c'est des contrôles, là il faut plutôt acheter un logiciel pour le faire, qui va contrôler, qui va faire un journal des émissions, un journal des réceptions, un annuaire des contreparties, et qui va vérifier les mentions obligatoires. Enfin, c'est un peu plus complexe. Donc c'est pas du tout pour la catégorie des plus petites entreprises. Ok, donc trois caractéristiques principales, c'est que c'est d'un ordinateur à un ordinateur, oui. Qu'il y a des formats précis qui rentrent dans cette affaire, et qu'il y a une intégrité qui est garantie par une méthode, un des 3 que tu as cité. D'accord. Ok, en termes d'avantages, donc c'est économique puisqu'on s'économise l'impression pour les cas de papier. Là, on voit la poste, l'archivage et même un responsable de validation si jamais il y a un service des réceptions. C'est plus sûr puisque à partir du moment où on la transmet, on considère qu'il n'y a pas d'intervention humaine, donc il ne peut pas y avoir d'erreur humaine. Et évidemment, on gagne en rapidité des traitements. Alors, on voit la validation de l'archivage, mais surtout, on se fait payer plus rapidement. Voilà, c'est la conséquence. Il faut bien voir que pourquoi on a mis en place la facture électronique. Rappelez-vous, on a dit 1 boîte sur 4 petites meurt de cash. Donc l'objectif premier, c'est qu'il soit payé plus vite. Pour qu'il soit payé plus vite, il faut que les factures soient traitées plus vite, parce qu'on ne paiera pas sans les regarder. Et donc c'est pour ça, effectivement, un coût de traitement de facture qu'on observe, c'est environ un peu plus de 8 € chez un fournisseur et environ 14 chez un client. Voilà à peu près les coûts de traitement. Donc en faisant une facture électronique, on économise effectivement l'émission, mais on économise aussi sa création, on économise aussi le fait que comme on transmet cette facture, qu'elle est traitée plus vite, eh bien on perd moins de temps à essayer de savoir si elle est traitée. Parce
qui est un point est vraiment capital. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les services, on cherche à avoir des accusés de réception pour dire j'ai bien reçu votre facture, je suis en train de la valider, et ce que fait que la plateforme Chorus par exemple, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de passer du temps de part et d'autre à savoir où on en est. Voilà. Et du coup, on est payé plus vite. Tu m'avais parlé de service public, des statistiques de paiement du service public. Alors effectivement, les statistiques qui ont été sorties récemment, enfin dans les réunions qu'on peut avoir au sein du forum, nous indiquaient que effectivement dans les secteurs publics, une étude de 2011 montrait qu'ils payaient en moyenne à 36 jours. Et depuis que ceux qui sont passés en facture électronique pour ces entités-là, ils ont pratiquement divisé par deux, enfin ils ont même divisé presque par deux, ils sont passés à 16 jours. Ouais, donc quasiment de 36 jours à 16 jours, parce que l'administration a pour ordre de payer au plus vite. Donc s'ils arrivent à traiter plus vite, ils paient plus vite. Alors, c'est pas forcément vrai pour les hôpitaux, mais pour le reste, ça marche bien. Bonne santé tout le monde. Ok, en ce qui concerne Factorement, donc notre solution de facturation, nous avons implémenté beaucoup des services complémentaires à la facturation, notamment l'envoi papier, et aussi l'e-facturation, donc une forme de facture électronique qui s'appelle Facture X, et c'est dont on va parler juste après. Aussi, on va, en cours d'année, proposer la facturage recouvrement pour avoir un petit peu aussi des compléments sur tout ce qui est la transaction commerciale. Donc, Facture X, qu'est-ce qu'est la Facture X ? Alors, la facture X, vous avez vu, on a parlé de facture électronique, et ce qu'on n'a pas complètement dit, c'est que pour une petite entreprise, fabriquer une facture avec toutes les données informatiques sous forme électronique, enfin sous forme de données, c'est pas forcément simple. La norme, elle a 165 champs de données. Donc c'est pas forcément évident de tout faire de façon électronique, puis des fois on a envie de mettre plus d'informations dans une facture. Donc le principe c'est de dire, en fait, quand on avait deux types de factures, on avait celles qu'on regarde et quand on a besoin de les traiter, il faut quand même pas mal d'infos dedans, surtout si on a des litiges, et puis il y a qu'est-ce qui est nécessaire pour une machine pour traiter automatiquement une facture, et là il y a beaucoup moins d'informations en général qui est nécessaire. Exact. Et donc la facture X, ça vise à dire, au lieu de dire on met tout en électronique ou on met tout en non électronique, faisons un peu les deux, au mieux, c'est un peu de l'amélioration continue, essayons pour avoir plus de factures, de mettre moins de contraintes sur la liste des données qu'on va donner. On va mettre que celles qui sont vraiment nécessaires pour automatiser. Si on peut mettre plus, tant mieux. Mais si on peut pas, c'est déjà ça. Et puis, on va associer à ça un PDF qui servira pour l'avoir et pour la traiter quand on a besoin de la traiter manuellement. Et donc, c'est l'association de ces deux fichiers qui sont mis dans un même fichier. En fait, la facture, c'est une facture PDF, mais à l'intérieur, il y a le fichier XML qui peut s'extraire automatiquement et permettre un traitement automatique. Et c'est un standard franco-allemand. C'est-à-dire qu'on a eu la même idée en France et en Allemagne et on s'est rassemblés sur Facture X. Et tout ça dans la norme. C'est-à-dire que le fichier XML lui-même, bien sûr, il est strictement conforme à la norme européenne. Donc c'est un mi-chemin, c'est entre les deux. Voilà, l'objectif c'est un one size fits all. L'objectif c'est de dire, permettons aux émetteurs de faire une facture la plus riche possible, qui puisse servir à tous leurs clients, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt les clients qui disent faites-moi une facture rouge, faites-moi une facture verte, faites-moi une facture bleue, et le fournisseur il a autre chose à faire qu'à gérer les couleurs. Donc là l'objectif c'est de dire je vous fais une facture blanche, il y a donc toutes les couleurs dedans, et vous vous débrouillez avec ces couleurs. Très bien, donc dans la pratique ça se passe comme ça. Ouais. Si dans le cas d'une facture d'effectivement quand elle est envoyée au client, les clients peuvent l'ouvrir dans un logiciel de PDF, comme Acrobat par exemple, et il va remarquer qu'il y a une pièce jointe attachée. Exactement. Qui correspond au code XML avec toutes les informations qui sont présentes dans le document. Exactement. Et il voit normalement un petit stamp, enfin un petit icône à droite qui signifie que c'est une facture X, parce qu'il faut savoir qu'il y a des données dedans, on ne le voit pas forcément au premier coup. Et bien sûr, les outils de plus en plus savent extraire automatiquement ce petit fichier pour le traiter. C'est très facile à faire. Donc les caractéristiques de la facturation avec Facture X sont... Alors d'abord c'est que c'est une facture PDF lisible à la base, donc ça, pour les utilisateurs quelque part ça change rien, ceux qui vont devoir la traiter manuellement, ce sera pareil qu'avant, et donc ça c'est quand même très bien. La deuxième c'est qu'il y a un fichier de données à l'intérieur pour que des machines puissent le traiter automatiquement, et puis elles s'arrêteront si elles ne peuvent pas la matcher automatiquement, ça c'est sûr, ou bien elles font ce qu'elles peuvent faire. Il y a plusieurs profils de données, on va en parler juste après, parce qu'effectivement on voit que les entreprises elles ne sont pas toutes capables de mettre toutes les données, donc on a dit le plus c'est le mieux, mais pour vous aider, on va vous dire ce qui est vraiment nécessaire, ce qui
important, et puis si vous voulez tout faire, voilà tout ce qu'il faut mettre. Voilà. Et puis c'est compatible avec Chorus Pro, c'est-à-dire que le niveau minimum, c'est-à-dire que le niveau de données minimum est exactement ce dont Chorus Pro a besoin pour traiter automatiquement la facture, c'est-à-dire ne pas vous demander de saisir à la main, quand vous envoyez une facture PDF dans Chorus Pro, si c'est une facture X, elle va aller au bout sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Alors que si c'est une PDF, il faudra valider une par une les factures en disant oui, c'est bien ça le montant, c'est bien ça le destinataire, c'est bien ça les données. Donc une facture qui sort d'Effectomos peut être envoyée de façon numérique, donc par email par exemple, et peut-être aussi envoyée de façon électronique via Chorus Pro. Alors elle va être aujourd'hui, si elle était envoyée en PDF simple, elle serait en fait ressaisie sur le. Alors que si elle était quand elle sera en facture X, elle sera directement intégrée. C'est déjà le cas, donc voilà. Elle sera intégrée. Alors juste pour l'info, nous on l'a intégrée en début d'année. Ok, donc quels sont les niveaux des profils FactureX ? Alors, dans les profils FactureX, on a le niveau minimum, c'est les fameuses 18 données essentielles, données d'entête et de pied, en gros numéro de facture, date de facture, les montants en bas, pour faire simple, quelques références, qui je suis, à qui je facture. Et ça permet de traiter déjà beaucoup de choses en tête et pied de facture. Et puis ensuite, on a un deuxième profil qui sont des données en plus d'entête et de pied, des numéros de bon de livraison, des numéros de contrat, enfin des données dont on a estimé que c'était nécessaire parce qu'on l'a fait ça communément avec des grands acheteurs pour que les grands acheteurs puissent traiter automatiquement. Ça, c'était pour permettre à ceux qui ne savaient pas faire les lignes, forcément, de factures de façon structurée, d'avancer quand même. D'accord. Parce qu'on peut traiter des factures juste avec les montants en tête, ça suffit souvent, parce qu'on a une commande, donc on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis on a fait un format basique, c'est des poupées gigognes, c'est le précédent, plus des données de ligne de base, celles qui servent à valider. En gros, le numéro de la ligne de PO, de commande, les prix unitaires, la quantité, et puis le total, et puis le taux de TVA. Et puis ensuite, on a le profil avec tout ce qui est prévu dans la norme, et on a même prévu des données en plus, parce que des fois, on peut avoir des données qu'on n'a pas mis dans la norme parce qu'on a fait des choix, mais qui peuvent être importants dans certains secteurs. Donc s'il y a des entreprises qui veulent les mettre, elles peuvent. L'intérêt de ça, c'est que celui qui émet sa facture, il peut émettre le format qui sait faire le mieux, donc plus il met de données, mieux c'est, mais il n'est pas obligé de tout mettre. Et celui qui va recevoir, il va extraire les données qui l'intéressent, qu'il utilise. Donc vous pouvez très bien émettre niveau de la norme, celui qui va recevoir, il traitera à la main, ou il traitera avec 10 données. Et puis si vous mettez 18 données, le minimum, il pourra traiter au niveau document, pas beaucoup plus, il faudra qu'il extrait le reste, mais c'est déjà pas mal. Et l'extended, les normes plus extension c'est au-delà de la norme, c'est-à-dire qu'en termes de syntaxe, on a rajouté des données. En fait, on est parti de standards existants, et dans les standards existants, on a dit on peut encore ajouter ça, ça et ça, parce que la norme a été un peu restreinte pour que ce soit qu'on appelle une core invoice, une invoice assez simple. Puis déjà 160 champs de données, c'est déjà pas mal. 160 champs de données. Je confirme, c'est pas mal. Alors, les avantages du Facture X, donc d'abord c'est que c'est flexible, ça donne des options au client quand il reçoit la facture pour la traiter. Exactement. Il la traite manuellement, soit il l'intègre dans son... Exactement. Ce qu'on a voulu, un des problématiques, c'était qu'on voulait couper le point-à-point qui existe dans l'EDI traditionnel quand on fait des factures structurées. C'est-à-dire qu'on se met d'accord avec son client, et puis avec un autre client, ça va pas être le même accord. Donc vraiment, l'idée ici, c'était de dire, monsieur le fournisseur, on vous aide, vous faites une facture la plus riche possible, et elle doit être pour tous vos clients. Et vous n'êtes pas obligé de vous mettre d'accord sur tout ce que vous mettez dedans. Vous mettez tout ce que vous pouvez, et le client met tout ce dont il a besoin. Donc c'est en ça que c'est flexible, et que c'est plus universel. Ça accélère les paiements, parce que ça permet de traiter plus vite. Donc c'est bien l'objectif premier, c'est traiter plus vite pour payer plus vite. Exact. C'est international, puisque ça pose sur la norme européenne, et c'est le même format en France, en Allemagne. Et en fait, on a la Suisse aussi qui nous rejoigne, et on a d'autres pays qui commencent à s'y intéresser. En fait, c'est quelque chose qui se pratiquait avant, mais nous, on l'a normalisé pour dire c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que arrêtons de le faire de façon différente. On va tous faire de la même façon, c'est mieux. Et c'est conforme fiscalement, puisque la facture est conforme, ça respecte la réglementation. Et en plus, un point intéressant, c'est comme vous avez vu une facture PDF dans laquelle on a mis un fichier à l'intérieur. Un XML qui sont les données. Rien n'empêche d'en mettre d'autres, des fichiers à l'intérieur. Et donc, par exemple, on peut rappeler à l'intérieur le bon de commande, le bon de livraison, ses conditions générales de vente, ce qui fait que son client, votre client, s'il reçoit et qu'il a des angoisses ou qu'il veut valider, il peut, si vous avez mis ça, il peut dire oui, le bon de commande c'est ça, le bon de livraison c'est ça, et du coup vous n'avez pas besoin de lui réexpliquer. Donc c'est une façon d'enrichir vos factures si nécessaire pour que vos clients les valident plus vite. Et c'était pour nous la partie la plus intéressante dans le format, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire des dossiers complets avec une seule facture. Exactement. Ok, donc dans ce qui concerne Factomos, nous on a implémenté donc les standards FactureX
au début d'année, on l'a testé, ça marche bien. Donc toute facture aujourd'hui est équipée du standard. On l'a aussi implémenté à la réception, c'est-à-dire que si vous recevez une facture d'achat et que vous la mettez dans l'onglet Mes dépenses du logiciel, il s'est nourri tout seul, puisque les données sont captées dans le document. Et évidemment, on est compatible avec un dépôt sur Chorus Pro pour les services publics. Après, l'idée en cours d'année, voire la fin de l'année, c'est de faire en sorte que l'envoi à Chorus Pro, ça se fasse tout seul via API. Donc on clique un bouton et ça se fait. Et que tout cela est certifié par une signature électronique. Voilà, ça c'est ce qui concerne les utilisateurs Factomos. Donc, hop, on va passer aux questions. Je vais arrêter la présentation et passer à vos questions. Donc, je vous invite. Ça fait combien de temps en attendant que tu t'occupes de mettre tout le monde d'accord? Alors déjà, moi j'ai été opérateur depuis les débuts des années 2000, donc j'ai pratiqué de la facture électronique et de l'interopérabilité depuis assez longtemps. Au sein du forum, moi je suis dans le forum depuis 2012, mais j'avais déjà travaillé avant avec des instances européennes. Et la norme, elle a été travaillée entre 2014 et 2017. Donc on a quand même 3 ans de travail au niveau européen avec des experts de partout pour négocier, discuter de ce qui était nécessaire à mettre dans une facture. Wow. Et voilà, ça a pris un peu de temps. Mais maintenant, la norme est publiée depuis octobre 2017 et elle est obligatoire effectivement dans tous les pays d'Europe depuis le 19 avril 2019. Donc c'est récent, même si la France l'a fait avant. Mais ils étaient 28 déjà au début ? Oui. Même plus que 28, ils étaient 33 parce qu'il y a aussi des pays comme la Norvège qui ne sont pas dans la Commission européenne, dans la communauté européenne, qui faisaient partie des travaux. Et qu'est-ce qui se passe avec les Anglais ? Je profite de poser la question. Les Anglais, pour l'instant, ils sont dans la réglementation européenne. mais ceci dit, les Anglais, ils ont aussi une vision de la conformité fiscale qui est pragmatique, on va dire. Donc, ils sont moins formels que nous. Donc, effectivement, au niveau de la conformité fiscale, c'est plus souple. Même si la réglementation est strictement la même. C'est son application qui est plus souple. Très bien. Bon, je vois, il y a une question qui est posée pour les artistes sans TVA. Est-ce qu'il y a un artiste qui vend des œuvres graphiques, par exemple, doit aussi passer par la facturation électronique? Ah oui, c'est indépendant du régime de TVA. Très bien. C'est totalement indépendant du régime de TVA. Par contre, la norme prévoit bien que de temps en temps, il peut y avoir des cas où il n'y a pas de TVA. Donc c'est prévu dans la norme, il faut juste le coder normalement. Très bien. Donc si vous faites des affaires avec les services publics, avec une mairie par exemple, une collectivité locale, vous allez être obligé de passer par une facturation électronique. Donc déposer une facture chez Chorus Pro sur Internet. Pour la vente à des particuliers, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation d'envoyer des factures électroniques. Je réponds à la question. Oui. Une question qui dit, pour les particuliers, quand on fait, en France en tout cas, quand on émet des factures vers les particuliers, il n'y a pas obligation d'envoyer une facture. C'est possible, bien sûr, mais on n'a pas obligation d'envoyer une facture électronique. La réglementation, par contre, est exactement la même. C'est-à-dire que les factures, si elles sont envoyées sous forme électronique, elles doivent être conformes, etc. Mais l'obligation, elle est surtout et avant tout pour les services publics. Voilà. Par contre, les services publics, eux, ils risquent d'envoyer des factures électroniques aux clients particuliers assez rapidement. Très bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Je vois, il y a des commentaires sous les sons, mais je ne vois pas les questions. Il n'y a pas de questions, oui. Pour faire des factures électroniques, il faut s'abonner. C'est pour toi. Alors, dans le cas des Factomos, oui, c'est une plateforme qui marche par abonnement. Après, est-ce qu'on peut générer des factures à la main et aller les déposer sur Chorus Pro? Oui, enfin, pour ceux qui bricolent. Ça c'est de moins en moins en tout cas. Ça va pas te plaire, mais pour ceux qui bricolent, moi j'ai fait un petit outil Excel dans lequel on rentre du CSV, ça sort du Facture X, mais c'est pour les bricoleurs. Oui. C'est juste pour montrer que c'est possible. Oui. C'est pas industriel. Mais sache que à partir du 1er janvier 2018, avec la loi antifraude de la TVA, les logiciels avec lesquels on peut fabriquer des factures, si tu sauves la facture, ça devient un logiciel de gestion. Tu es obligé d'avoir une attestation, c'est obligatoire qu'il soit certifié. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va devenir interdit. Ça sera interdit. Pour des B2C, oui. Exactement. Pas pour les B2B. Ok. Bon, il y a une nouvelle question qui arrive. Hop.
qu'est-ce qu'on risque si on ne suit pas les futures obligations? Alors pour l'administration, pour le secteur public, c'est assez simple. En fait, la réglementation dit l'État n'est plus obligé de traiter les factures qui arrivent en papier. Donc la conséquence, c'est qu'elles risquent d'être traitées pas ou jamais ou pas payées. Voilà. Donc la punition sera que vous n'êtes pas payé, quoi. Ça peut être ça. Alors pour l'instant, ils ne le font pas, hein, mais pour les grandes entreprises, ils commencent à le faire. Ceux qui n'envoient pas de façon électronique, les factures ne sont pas traitées de façon urgente, donc elles ne sont pas payées. Très bien. Elles peuvent ne pas être payées. Très bien, je pense qu'on arrive à la fin du webinaire, c'était très agréable, merci beaucoup Cyril, merci à vous. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de questions, donc ça veut dire que c'était assez clair, j'espère. Et je vous remercie et je vous donne rendez-vous avec la vidéo du replay que vous allez recevoir par email. Donc, on va voir une dernière intervention. Très clair, merci. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très bonne et très belle journée parce qu'il fait beau là. Ici, regardez, je vous montre. Bref, il y a le soleil qui transperce. Très bien, merci beaucoup et on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Hop.